Signore e signori, buongiorno. È un piacere aprire anche quest'anno il consueto seminario internazionale di studi cartesiani di Lecce, perché è altrettanto un onore poterlo fare ormai da 4 anni nelle vesti di direttore, dopo la successione alla guida della sua fondatrice, Giulia Belgioioso, che è qui al mio fianco e a cui passo la parola per i saluti, poi la riprenderò brevemente. Prego, Giulia. Buongiorno a tutti, io sono molto contenta di... C'è un ritorno. Quel microfono? Sì. Ecco, e sono veramente felice di essere qui, di dare il benvenuto a tanti studiosi con i quali abbiamo fatto un percorso insieme da tanti anni, a cominciare naturalmente da Igor, ma tanti che vedo anche seduti in platea. Vedo Dubuclet che non vedevo dagli anni di Parigi, Basini, Giuliano, insomma potrei nominare tutti quanti, Elena Rapetti, tanti giovani che forse vedo per la prima volta, ma che conosco per i lavori che cortesemente mi inviano e dei quali con i quali io riesco a seguire, diciamo, il percorso che fanno. Quindi sono contenta e spero che il calore della nostra accoglienza in qualche modo possa compensare il freddo di noi con i quali siete stati accolti in questa città e che è arrivato proprio da ieri, mi pare, no? All'improvviso. E cosa voglio dire? Come ho detto, mi fa piacere di essere con voi e voglio anche ricordarvi, e voglio dirvi, non ricordarvi, voglio segnalarvi un saggio che è appena uscito su una rivista online, Noctua, che è di un nostro caro amico, Carlo Borghero. E questo saggio, me lo sono segnato per non dimenticarlo, si intitola Miti filosofici e miraggi storiografici. È molto bello, vi invito veramente a leggerlo. La rivista è scaricabile online, quindi si può leggere facilmente. E quello che io voglio dire, perché vi segnalo questo articolo molto bello di un grande studioso e di un grande maestro, no? di tutti noi, perché ve lo segnalo? Perché qui dice quello che bisogna evitare di fare, che noi non facciamo, cioè di adoperare quelle che chiama, ha detto miraggi storiografici, usa anche la parola lanterne magiche, cioè di utilizzare delle categorie per interpretare diciamo, i testi, per interpretare delle quali ci si serve nelle interpretazioni e che spesso non chiariscono l'oggetto dell'indagine, ma in fondo si pongono come copertura, certe volte anche ideologica, no? Per cui deformano l'oggetto dell'indagine. Ecco, noi qui, e mi pare quest'anno in continuazione con il seminario dell'anno scorso, che era sempre dedicato a filosofia e medicina, però quest'anno c'è in più, se io vedo bene, se io ricordo bene, anche il tema della salvezza, quindi non solamente la salute fisica, diciamo, la salute del corpo, la malattia, ma anche il tema della salvezza, e noi la guardiamo non attraverso delle categorie che applichiamo all'oggetto dell'indagine, ma attraverso l'analisi dei testi, attraverso l'analisi dell'analisi diretta dell'oggetto che noi diciamo in questa giornata analizzeremo. E quindi questo ci tenevo a dirlo per dire che appunto qui noi in questa sede si continua a fare questi anni, cioè di evitare appunto interpretazioni ideologiche, interpretazioni anche insomma storiografiche che deformano l'oggetto per andare direttamente a guardare l'oggetto del quale ci occupiamo. Quindi io ringrazio, ripeto, sono felice di essere qui con voi, ringrazio di essere stata invitata io stessa a darvi il benvenuto, auguro una giornata proficua, insomma, dalla quale tutti quanti apprenderemo
tante cose nuove, no? Su questo oggetto della filosofia e della medicina, e sto zitta perché è meglio se la parola direttamente ai relatori. Volevo salutare poi tra tutti gli ospiti che noi abbiamo qui, ci tengo insomma a dare un saluto particolare a Hiroaki, no? A Yamada Hiroaki, che dal Giappone, immagino anche con una differenza decalage di orario, per cui non so lì che ore sono, ma volevo fargli un saluto particolare. Buon lavoro. Grazie. Grazie alla professoressa Begioioso. È altrettanto un onore e un piacere essere raccolti qui, presenze ed altri a distanza per ragioni legate postume, in alcuni casi anche alle difficoltà ancora vigenti della crisi sanitaria, maestri, colleghi e amici degli studi cartesiani e di filosofia moderna. È questo il segno, mi pare, che gli studi di filosofia cartesiana sono ancora in salute, giusto per restare nel tema del seminario, e non hanno la minima intenzione di farsi da parte, in un momento in cui è sotto gli occhi di tutti il processo di trasformazione dell'università e il forte ridimensionamento che colpisce gli studi umanistici e in Italia particolarmente anche quelli filosofici. Lo sono anche, questo mi pare di poterlo dire con certezza, anche grazie all'impegno congiunto del centro leccese col Centre d'études cartésiennes, col quale è organizzata anche questa edizione del seminario, la quale del resto cade precisamente a metà degli eventi che celebrano il partenariato pluridecennale con la Sorbonne Université, fortemente voluto da Giulia Begioioso, e che dopo l'incontro leccese di qualche mese fa si completeranno a breve con l'incontro parigino. Ma lo sono anche grazie alla presenza convinta dei nostri ospiti, che tutti ringrazio per essere qui, chi in presenza, chi per ragioni legate appunto ai postumi della crisi sanitaria a distanza, donde l'integrazione dei collegamenti online all'interno di questo seminario che comunque definiamo senz'altro in presenza. Penso soprattutto al nostro ospite consueto, il professor Garber, collegato da Princeton, anche egli non ancora, visto che è notte lì, che ha dovuto rinviare il suo viaggio in Europa e che speriamo di avere qui prima dell'estate. E penso naturalmente anche a tutti gli altri ospiti, consueti e nuovi, secondo l'idea che ha sempre guidato questo seminario, di mantenere radicata la tradizione, ma anche di essere sensibile e recettivo rispetto alla crescita di tanti giovani in Europa e non solo. Per molti dei quali questo luogo è stato e continua a essere non semplicemente una vetrina, ma un punto di interlocuzione e di dialogo con i grandi maestri cartesiani e con le istituzioni che questi rappresentano, essendo la partnership istituzionale col Centre di Parigi, accademici, centri, appunto, ma anche al seminaire cartesiano organizzato da Denis Cambouchner, a lungo presieduto da Denis Cambouchner, al lessico intellettuale europeo, di cui oggi è direttore Enrico Pasini, ma anche a Bucarest, al Princeton Seminar di Bucarest, dove è rappresentato oggi da Sorana Corneano. Mi fermo qui, ringraziando il dottorato che ha consentito l'organizzazione di questo evento nella figura della sua coordinatrice, la professoressa Fornari, e per il loro aiuto fondamentale all'organizzazione i nostri cari dottorandi Mattia Galati, Raffaele Putignano, Carmine Taddeo e Mario Santino. Ho dunque l'onore di presentare Denis Cambouchner al mio fianco, che è il primo dei nostri relatori, e non a caso ho voluto che fosse il primo a introdurre questo seminario. È professore emerito all'Université Paris 1 Panthéon, presidente dal 2019 della Société Française de Philosophie, direttore della Revue de Métaphysique et de Morale, a lungo presidente della commissione dell'aggregazione, il concorso francese per eccellenza per l'accesso all'insegnamento nelle scuole superiori. Conoscitore sommo di Descartes, autore di opere celebri nell'ambito degli studi cartesiani, fra cui L'Homme des Passions, e l'edizione del primo volume del commento alle meditazioni metafisiche, di cui è in programma adesso il secondo volume, nonché dell'edizione delle opere complete di Cartesio per Gallimard, ancora in corso, ma di cui sono già usciti alcuni volumi, fra cui a sua cura proprio il monumentale volume sulle meditazioni, le obiezioni e le risposte. Mi onoro della sua amicizia, ma anche come direttore di questo centro, organizzatore del seminario, di averlo ancora una volta qui, presente per tanti anni e ancora oggi come una colonna del seminario. E gli lascio subito la parola. Grazie, Denis. Caro Igor, è troppo. È un gran piacere ritrovare il seminario dottorale di Lecce, uno dei centri filosofici
specialmente attivi nel dominio dei studi umanistici e è un gran piacere ritrovare i cari amici, la professoressa Del Gioioso, il professor Agostini, gli egregi e gentili colleghi e i valorosi dottorandi. Ah, est-ce que je recommence? Non. Non, ça va. Va bene, Carlo. Grazie. Ancora una volta, scusami, parlerò in francese. J'avais annoncé un exposé sous le titre donc Santé, Descartes santé, force de l'âme et disposition du cerveau. Tous les textes biologiques de Descartes, de près ou de loin, parlent de la santé. Je voudrais proposer un rapide parcours de cette problématique de la santé sur les divers plans où on peut la discerner en allant du corps vers l'âme, de l'intérieur du corps vers l'âme. Au chapitre de la médecine cartésienne, peu de choses sont plus connues que l'accent psychosomatique marqué notamment dans les textes de la correspondance avec Élisabeth à partir de 1644. Rappelons la lettre du 8 juillet 1644. Je ne sache point, dit Descartes, de pensée plus propre pour la conservation de la santé que celle qui consiste en une forte persuasion et ferme croyance que l'architecture de nos corps est si bonne que lorsqu'on est une fois sain, en santé, on ne peut pas aisément tomber malade si ce n'est qu'on fasse quelque excès notable ou bien que l'air ou les autres causes extérieures nous nuisent et qu'ayant une maladie, donc une croyance, qu'ayant une maladie, on peut aisément se remettre par la seule force de la nature, principalement lorsqu'on est encore jeune. Citons aussi, pour commencer, c'est la lettre de mai ou juin 1645, pour résoudre cette partie du sang qui cause des obstructions, dit Descartes à Élisabeth, les eaux de spa sont très propres, surtout si votre Altesse observe en les prenant ce que les médecins ont coutume de recommander, qui est qu'il se faut entièrement délivrer l'esprit de toutes sortes de méditations sérieuses touchant les sciences, et aussi sans doute beaucoup d'autres pensées sérieuses, et ne s'occuper qu'à imiter ceux qui, regardant la verdure d'un bois, les couleurs d'une fleur, le vol d'un oiseau et telle chose qui ne requiert aucune attention, se persuadent qu'ils ne pensent à rien. C'est très étrange ce texte même. Ce qui n'est pas perdre le temps, mais le bien employer, car on peut cependant, en ce faisant, se satisfaire par l'espérance que, par ce moyen, on recouvrera une parfaite santé, laquelle est le fondement de tous les autres biens qu'on peut avoir en cette vie. De nombreux auteurs ont eu tendance à considérer que l'accent mis sur cette relation entre l'âme et le corps s'imposait seulement en seconde ressource par rapport à une médecine de nature mécaniste et transitive fondée sur la plus exacte connaissance objective du corps humain. J'ai relu récemment un article maintenant assez ancien, 1989, de notre ami Théo Verbeek, un article aussi vigoureux que documenté, intitulé « Les passions et la fièvre, l'idée de maladie chez Descartes et quelques cartésiens néerlandais », article dans lequel Théo s'était élevé contre cette interprétation en se proposant de montrer que les idées présentées dans la correspondance avec Élisabeth ne sont pas nécessairement différentes de celles que Descartes avait eues dans sa jeunesse, étant très improbable, sinon entièrement impossible, que Descartes ait eu l'idée technique et positiviste de la médecine qui lui est normalement attribuée. L'idée de Théo Verbeek était en effet la suivante, puisque chez Descartes, la disposition du cœur et celle des organes relèvent du système nerveux, leurs pathologies doivent elles-mêmes s'expliquer par l'action des nerfs, particulièrement celle du petit nerf de la sixième paire qui descend du cerveau vers le cœur. Or, les passions
considérées physiologiquement ne sont rien d'autre que des altérations de la disposition du cœur et des organes, causées par le mouvement des esprits animaux dans le cerveau et dans les nerfs, altérations qui tendent à s'entretenir, même si elles s'affaiblissent au cours du temps. Il semble s'en suivre de là que les pathologies de la machine du corps humain, en tout cas les fièvres, qui sont les principales chez Descartes, ont les passions, et sans doute à travers les passions certaines pensées, pour cause principale, sinon unique, écrit Théo Verbeek. Alors je plaiderai ici également pour la continuité des idées de Descartes sur ce point particulier, sans être sûr que sur ce point particulier on puisse aller jusque-là. Ce qui est certain et notoire, c'est que la santé du corps chez Descartes se définit par la bonne circulation du sang, la règle simple étant que tout ce qui facilite la circulation sanguine est bon, tout ce qui la rend moindre ou l'empêche est mauvais. Rappelons à ce sujet l'essentiel de la théorie cartésienne des fièvres, formulée notamment dans deux fragments des Primae Cogitationes circa generationem animalium, et dans deux lettres à Régius et dans une lettre à Newcastle, avril 1745, les fièvres naissent de ce que certaines matières sont immobilisées dans des cavités du corps et de ce fait se corrompent. L'excès de ces matières, dont la quantité croît, détermine leur déversement dans les veines et de ce fait dans le cœur, où elles commencent par diminuer la chaleur cardiaque, car elles sont d'abord impropres à la combustion. C'est le moment des tremblements liés à un refroidissement. Peu à peu, cependant, ces matières se mêlent au sang réchauffé dans le cœur et au contraire se mettent à brûler plus fort en augmentant la chaleur du cœur et du corps tout entier. C'est la fièvre proprement dite qui consiste dans la combustion de ces mauvaises parties et qui aboutit à la guérison si du moins l'apport de ces matières ne se renouvelle pas. Une grande agitation des parties du sang succède donc ici à un défaut d'agitation, et ce défaut est d'abord lié à la rétention ou stage d'une matière qui aurait dû se mêler d'emblée au sang des veines pour être ensuite utilisée dans le cœur. Une circulation du sang aisée et rapide, sans aucune stase nulle part, avec ce qu'il faut d'excrétion pour purger la machine de ses parties les moins assimilables, un sang assez homogène et d'une composition égale d'un moment à l'autre, voilà ce qu'il faut pour qu'on puisse parler d'un corps sain. Une bonne digestion est évidemment l'essentiel, une bonne respiration importe aussi, bien que, comme le note Théo Verbeek, il n'y ait aucune forme de mélange entre le sang et l'air dans la théorie cartésienne. Il conviendrait de noter à ce sujet deux choses. D'une part, les textes de Descartes ne font aucune part significative à l'introduction dans le corps d'agents pathogènes. Tout se passe comme si ces agents devaient rester extérieurs à la machine, ou plutôt plus faire pression sur elle. Dans les excerpta anatomica au début du fragment Remedia et vires medicamentorum, remède des forces des médicaments, on lit le lait coagulé dans les viscères, c'est le troisième, je crois, texte du handout. Le lait coagulé dans les viscères, le vin et l'eau froide bu par ceux qui ont trop chaud sont comptés parmi les poisons. C'est la traduction d'Annie Bilbon-Espériès que je salue, elle est, je crois, en ligne. Il est donc clair que même les aliments les plus communs se transforment facilement en une force nuisible. La proposition peut, semble-t-il, se convertir, c'est-à-dire que les poisons n'agissent pas autrement que les aliments ordinaires dans certaines conditions. Deuxième point, bien entendu, la disposition interne, la bonne disposition interne liée à la bonne digestion et aux autres facteurs ne doit pas être imaginée absolument uniforme.
non seulement il faut supposer que le fonctionnement des organes, hormis le cœur, est soumis à, enfin le cœur aussi bien sûr, est soumis à certains rythmes, mais la disposition optimale du corps définit une capacité maximale ou optimale de réaction à des situations données, impliquant une modification de son fonctionnement interne. Et ce sont les passions, dès le traité de l'homme, en fait, page tout à fait quelques lignes tout à fait significatives à la fin du traité de l'homme qui assurent cette adaptation. Le point que je veux souligner dans l'immédiat, c'est que ce qui vaut pour la circulation et pour le tempérament du sang vaut naturellement aussi pour les esprits animaux, parties les plus subtiles du sang, filtrées à l'entrée du cerveau par les petits trous des carotides. Il y a un idéal de la circulation des esprits animaux dans le cerveau et dans les nerfs, qui est aussi un idéal de règlement de la disposition des organes. Le texte central, c'est, à mon sens, sur ce sujet, le texte de l'homme, page 166-167 de l'édition à Dantanerie, sur les humeurs, la suite immédiate de ce texte. Entre parenthèses, l'homme présente exclusivement une machine en bon état. Fièvre et maladie en sont absentes. La seule occurrence du mot maladie se trouve page 172. Les plus faibles parties des esprits animaux se peuvent aisément épaissir en pituite, je pense au sang de liquide glaireux, non pas jamais étant dans le cerveau, si ce n'est par quelques grandes maladies, mais en ces larges espaces qui sont au-dessous de sa base. Et, la maladie est globalement absente donc du traité de l'homme, la machine est supposée bien montée. Le texte sur les humeurs distingue, comme vous vous en souviendrez peut-être, 4 différences entre les esprits animaux considérés dans leur conformation, donc exclusivement physique. Ces parties les plus subtiles du sang peuvent être plus ou moins abondantes, plus ou moins grosses, plus ou moins agitées, plus ou moins égales une fois que l'autre, più o meno uguali tra di loro una volta piuttosto che l'altra. Il semble que Descartes, dans cette première division, oublie plus ou moins égales entre elles à un moment donné. Mais ceci intervient, cette autre forme d'égalité intervient dans la suite du texte, qui est consacré aux différentes humeurs ou inclinations naturelles, dont la liste est nettement divisée, contrastée, entre des humeurs positives, bonté, libéralité, amour, confiance, hardiesse, constance, tranquillité d'esprit, tout cela naturellement une fois que l'âme est unie à la machine, tranquillité d'esprit, mais aussi curiosité et autres désirs, d'un côté, promptitude et diligence, et puis les humeurs négatives, malignité, timidité, inconstance, tardiveté, inquiétude, humeur triste, humeur colérique. Alors il faudrait, je ne crois pas que ça ait été véritablement jamais entrepris, il faudrait dresser une comparaison précise de ces listes d'humeurs, des dispositions naturelles qui donnent, quand l'âme est unie au corps, des passions. Il faudrait dresser une comparaison précise de ces listes avec ce qu'on trouvera dans les passions de l'âme et ainsi trancher la question de la différence ou de l'identité de problématiques entre les deux textes. Le fait est que les passions de l'âme ne s'attarderont pas sur les différences qualitatives entre les esprits animaux et dans le flux des esprits animaux en question, différences qui sont naturellement fondées dans l'axiomatique physiologique de Descartes, mais qui sont sans doute interprétées de manière un peu trop hardie. En tout cas, on notera par exemple le rapport entre l'abondance des esprits animaux et l'amour,
alors que l'on retrouvera dans les Passions de l'âme, article 102, le rapport entre leur égalité de figure et la constance, entre leur agitation et le désir, entre leur égale agitation dans le temps et la tranquillité d'esprit, qui n'est pas incompatible avec toute espèce de désir. Ainsi, ce qui est immédiatement clair, c'est que les humeurs positives sont liées à l'abondance des esprits, à leur égalité de figure, homogénéité et à l'agitation la moins inégale possible, une agitation sans désordre. On retrouve d'ailleurs ici le bénéfice d'une bonne digestion, un foie bien disposé parachève la digestion, élabore un sang d'où sortent des esprits plus abondants et plus également agités, dit Descartes dans la suite du texte, alors qu'une digestion incomplète donne un sang plus grossier et moins agité. Il ne semble pas qu'une plus grande agitation des esprits soit mauvais signe, c'est l'inégale agitation qui est mauvaise, comme sont mauvaises une faible abondance, une inégalité du flux et une absence d'homogénéité dans les figures et grandeurs des esprits. La faible abondance est signe d'oppression et de faiblesse. Le défaut d'homogénéité et de régularité est le signe d'une sorte de division intérieure. Ce que confirmeront les passions de l'âme, notamment par exemple l'article 103 sur la haine, ou l'article 160 sur l'orgueil. Dans la haine, dit l'article 103, le sang de la rate vient au cœur où il ne s'échauffe et ne se raréfie qu'à peine, mais celui de la partie inférieure du foie où est le fiel, la vésicule biliaire, s'embrase et se dilate fort promptement, d'où des parties fort inégales et des mouvements fort extraordinaires. Soit dit en passant, le texte des Excerpta Anatomica d'Antannery 11 593 vaut d'être revisité. La nuit, lorsque la rate se trouve comprimée, soit par une main, soit par la position allongée du côté gauche, des songes oppressants, gravia insomnia, se produisent car les noires vapeurs, pétri vapores, sorties de la rate, montent aussitôt dans le cerveau. Ce sont les noires vapeurs de la bile dont il est question dans la méditation 1 et qui ne sont pas plus emprunts à une tradition antérieure. Quant à l'inégalité du mouvement des esprits, le texte de l'article 160 des Passions de l'âme que j'ai inclus dans le handout est parlant. Les orgueilleux, parce que souvent, après une chose qui les a énorgueillis, il en survient une autre qui les humilie, ont un mouvement de passion variable. Au contraire, il n'y a rien dans la générosité qui ne soit compatible avec l'humilité vertueuse, ni rien d'ailleurs qui les puisse changer, ce qui fait que leur mouvement, il est très difficile de dire quel est l'antécédent de leur mouvement, mais c'est un mouvement des esprits animaux et non pas simplement un mouvement des esprits tout court. Leurs mouvements sont fermes, constants et toujours fort semblables à eux-mêmes. Alors, pardon, j'ai rajouté dans le handout une suite qui n'est pas de la citation, en conformité avec la tradition. C'est la rate dont la fonction est de purger le sang des parties les moins propres à être embrasées dans le cœur, qui est en cause. Si elle est mal disposée, les esprits seront moins abondants et plus agités et plus inégalement agités. Donc, même si certaines circonstances qui se présentent appellent une plus grande agitation des esprits, le bon régime de la circulation des esprits exclut les à-coups, les changements trop brusques. Maintenant, si ce fonctionnement sans discontinuité ni obstacle interne constitue en lui-même la santé du corps, ce fonctionnement doit inclure
ce qui fait l'objet de la dernière partie du traité dans l'édition de Clerselier, c'est-à-dire la circulation intracérébrale des esprits animaux et les mouvements de la petite glande pinéale, dont la glande H, dont je ne rappellerai pas les caractéristiques anatomiques, sinon qu'elle est extrêmement mobile et qu'elle doit être comparée, dit l'homme, à une source très abondante d'où les esprits animaux coulent de tous côtés dans les concavités ventriculaires. En réalité, ce ne sont que les esprits les plus forts qui sortent de la glande, un texte auquel on peut-être prêté trop peu d'attention. Dans l'homme, page 172, indique que les plus faibles parties des esprits animaux, ne viennent pas tant des artères qui s'insèrent dans la glande H, comme de celles qui, se divisant en 1000 branches fort déliées, tapissent le fond des concavités du cerveau. Ceci est destiné à expliquer que les esprits sortant de la glande fassent leur chemin au milieu d'autres esprits, les plus faibles, lesquels n'entrent pas dans les pores de la substance du cerveau, ni par conséquent dans les petits tuyaux des nerfs. S'agissant de la distribution des esprits animaux dans le cerveau, nous tombons sur une difficulté notable. Le cerveau cartésien a une anatomie un peu schématisée que les successeurs de Descartes se chargeront de critiquer, mais en dehors du théâtre central, constitué par la petite glande, les concavités ventriculaires et le tissu qui constitue la superficie intérieure du cerveau, le cerveau cartésien ne comporte évidemment pas de zone spécialisée. La topographie des pores et des nerfs, puisque la superficie intérieure du cerveau, les parois des ventricules sont pleines de pores et sont en réalité donc, un tissu plein de trous dans lesquels les esprits animaux peuvent se glisser et qui mènent aux nerfs ou plus loin dans la substance du cerveau. Le cerveau cartésien donc, a une anatomie, mais en dehors de ce théâtre central, il ne comporte pas de zone spécialisée. La topographie des pores et des nerfs est sans doute complexe, puisque dans le schéma le plus simple de l'arc sensorimoteur, le schéma qui ne fait pas intervenir la glande pinéale, les pores ouverts dans le cerveau par l'action d'un objet sur les nerfs d'un organe des sens ne sont pas, en règle générale, ceux qui conduisent les esprits animaux dans les mêmes nerfs, mais ceux qui les conduisent dans les nerfs des muscles qui servent à telle action relative à cet objet. Donc cette topographie est complexe. Descartes n'a pas poussé son embryologie jusqu'à la construction du cerveau, entendu comme genèse de la disposition du cerveau, notamment avec l'appariement des pores dont l'ouverture permet le transport d'une impression d'objet jusqu'à la petite glande et de ceux qui correspondent à des modifications internes ou à des mouvements extérieurs du corps. Nous ne savons donc proprement rien, et comment pourrions-nous savoir nous ne savons proprement rien du sens topographique de l'entrée des esprits animaux dans tel ou tel port. La seule indication, me semble-t-il, qu'on trouve à ce sujet se trouve dans le traité des passions, article 72, où Descartes écrit « Il est certain aussi, c'est s'avancer un peu tout de même, il est certain aussi que les objets des sens qui sont nouveaux touchent le cerveau en certaines parties auxquelles il n'a point coutume d'être touché, et que ces parties étant plus tendres ou moins fermes que celles qu'une agitation fréquente a endurcies, cela augmente l'effet des mouvements qu'ils y excitent. On dirait donc que le cerveau se remplit peu à peu, et puis aussi se durcit peu à peu, place par place. Le cerveau se remplit peu à peu d'impressions nouvelles des objets qui sont aussi des traces des actions auxquelles l'apparition ou la simple représentation de ces objets a donné lieu. L'homme distingue entre les traces qui
sont emmagasinées dans la substance du cerveau, les idées, en un sens très physique encore, qui sont formées sur la petite glande et dans la superficie intérieure du cerveau. Mais les traces conservent la double fonction qui est attribuée aux idées. Ce ne sont pas seulement des indicateurs de propriété objective, mais des indicateurs de mouvement. D'autre part, notons que si les plis de la mémoire ne sont pas en grand nombre, comme l'indique une lettre dont j'oublie la référence à l'instant, ils impliquent une sorte de catégorisation naturelle, comparable au codage des figures d'idées dans les réguliers. En tout cas, dans la physiologie imaginaire à laquelle il faut bien dire que nous avons affaire ici, un cerveau bien disposé est sans doute un cerveau bien ordonné, dans lequel, à l'état de veille, c'est-à-dire quand le flux des esprits animaux maintient les parois ventriculaires tendues comme les voiles d'un navire, c'est la comparaison de Descartes, mais elle ne va pas de soi étant donné que ces parois ventriculaires sont pleines de pores et donc que les voiles sont aussi des filets. Le cerveau bien disposé est un cerveau bien ordonné dans lequel, à l'état de veille, les pores de la superficie intérieure du cerveau s'ouvrent comme il faut au moment opportun. Il ne faut pas, peut-on penser, qu'un trop grand nombre d'esprits animaux s'engouffrent dans un petit nombre de pores grands ouverts, correspondant aux traces profondes de l'imagination dont parlera Malebranche, ni qu'ils se dispersent de manière incohérente dans une multiplicité de pores en même temps. Ici, comme ailleurs, comme partout, il faut une mesure et une économie, et à cet égard, il y a sans doute un problème particulier avec l'amour, avec la passion d'amour. Dans l'amour, disent les Passions de l'âme, article 102, le cœur envoie des esprits vers le cerveau dont les parties sont plus grosses et plus agitées qu'à l'ordinaire, et ces esprits, fortifiant l'impression que la première pensée de l'objet aimable y a faite, obligent l'âme à s'arrêter sur cette pensée, et c'est en cela que consiste la passion d'amour. Mais il peut y avoir en cela beaucoup d'excès, et c'est pourquoi dans la lettre à Chanu du 1er février 1647, c'est sans doute pourquoi les excès de l'amour apparaissent plus dangereux que ceux de la haine, qu'un amour déréglé n'épargne rien sinon son objet. Cela implique un degré d'obsession dont la réalité doit être marquée dans le cerveau lui-même, et pareillement, en fait, peut-on penser dans la haine, avec cette difficulté que chez Descartes, le sujet de la haine voudrait ne pas avoir du tout affaire à l'objet, à lui, et donc être délivré non seulement de cet objet, mais de la représentation de cet objet. Mais en réalité, ceci était parenthèse, en réalité ce chapitre est très embarrassant parce que Descartes semble hésiter sur le principe de sa topographie cérébrale. Il faut distinguer il faut sans doute distinguer le plan de la perception et le plan de la perception et de la mémoire de celui de l'action et de la passion. Sur le premier plan, il faut concevoir que les pores conduisant aux divers nerfs et ceux qui contiennent les traces des objets déjà rencontrés se distribuent tout autour de la petite glande, qui s'incline donc diversement selon les objets d'attention. Mais sur le second plan, nous avons affaire à des mouvements des esprits en sens contraire, correspondant à des inclinations de la glande dans des directions opposées, à savoir quand l'âme, par sa volonté, résiste à sa passion présente. C'est le problème de l'article 47 des Passions de l'âme, mais cette opposition-ci n'est pas directement fondée sur la diversité des objets, seulement sur celle d'options pratiques. Il y a donc une difficulté s'agissant de la répartition du sens exact de la répartition des pores dans le cerveau. C'est donc un point très obscur avec lequel, en tout cas, nous arrivons au cœur du problème, avec la relation entre la disposition du cerveau, 5 minutes, c'est parfait,
C'est un point très obscur avec lequel nous arrivons au cœur du problème, avec la relation entre la disposition du cerveau, qui retentit de manière immédiate sur le tempérament du sang, avec l'action des nerfs de la sixième paire, et ce que Descartes appelle la force de l'âme. Il est inutile d'insister sur l'ambiguïté cartésienne de cette notion de force de l'âme. Il s'agit d'abord de la force qu'a l'âme pour, dit l'homme, page 179, c'est dans le handout, pour déterminer la glande à s'incliner et se pencher plus ou moins tantôt d'un côté, tantôt d'un autre, et faire qu'en se penchant, elle dispose les esprits qui sortent d'elle à prendre leur cours vers certains endroits du cerveau plutôt que vers les autres. Chose dont comme on sait, Descartes annonce qu'il va traiter, mais ne traite pas. Mais cette force, qui a son effet physique, a évidemment son aspect moral. Si l'âme peut déterminer la glande à se pencher d'un côté plutôt que d'un autre, cette détermination correspond à sa volonté. Le pouvoir qu'a l'âme de mouvoir la glande est donc celui de faire que le cerveau et le corps répondent, autant que les modalités de son union avec le corps le permettent, à ses volontés. Le problème posé par cette force de l'âme est bien connu. Il y a le problème de l'infraction au principe de la conservation de la quantité de mouvement dans le monde, mais aussi, plus radicalement, le problème de l'effet physique d'un pouvoir de nature extra-physique. J'ai abordé ce problème à plusieurs reprises, notamment en collaboration avec Frédéric de Buzon, qui nous écoute peut-être. Voilà. Bonjour Frédéric. Frédéric et moi avons tâché de faire valoir ceci. L'essentiel de la force de l'âme ne réside pas dans un mouvement imprimé à la glande, mais dans la formation d'une impression sur la glande correspondant à une certaine pensée. Donc l'essentiel réside dans ce que Descartes caractérise comme la conversion d'une pensée éventuellement attribuée à l'entendement pur en imagination. Nous avons de nombreux témoignages de ce processus dans les Passions, et déjà dans l'article 190 de la quatrième partie des Principes, avec l'exemple de la bonne nouvelle qui est d'abord comprise par l'entendement pur et qui ensuite se convertit en imagination qui déclenche un processus dans le cerveau et dans le corps. Cette formation d'une imagination, d'une impression du cerveau, donc, suffit à faire que la glande se penche dans une certaine direction, car cette image ou cette impression de la glande n'est constituée que par un flux d'esprits animaux qui sortent de la glande par certains points, donc d'un certain côté. Et donc, elle suffit à diriger les esprits animaux vers certains ports correspondant à tel mouvement intérieur ou extérieur, du moins pour autant que les esprits animaux ne sont pas mus de façon, ne se trouvent pas mus de façon contraire par l'entropie du fait d'autres facteurs. Mais dans cette hypothèse, nous rencontrons le problème suivant. Est-ce l'impression formée sur la glande qui est le premier élément du processus considéré, ou plutôt le second après la pensée, le premier élément physique du processus considéré, ou bien ne serait-ce pas l'ouverture de certains pores dans la superficie intérieure du cerveau qui déterminerait le mouvement des esprits animaux et par projection la formation de l'impression de la glande. Dans le premier cas, la force de l'âme conserve une autonomie qu'elle n'a plus dans le second, où c'est la disposition du cerveau, entendue de manière dynamique comme système des modifications cérébrales correspondant à des stimuli donnés, c'est la disposition du cerveau qui, dans ce cas, détermine en somme la réaction attribuée à l'âme. Il n'y aurait aucune vraie différence dans ce cas il n'y aurait dans ces conditions aucune vraie différence entre le cas où les mouvements du cerveau sont causés par des objets qui touchent les sens et le cas où ils sont imputés à une pensée, même très claire. En effet, dans le premier cas,
c'est aussi dans le handout, l'ouverture des petits tuyaux 2, 4, 6, par exemple, dit l'homme, page 185, étant élargi par l'action de l'objet ABC, les esprits animaux, qui commencent aussitôt à couler vers eux, plus librement et plus vite qu'ils le faisaient, attirent après soi quelque peu cette glande et font qu'elle se penche, si elle n'en est d'ailleurs, si elle n'en est pas d'ailleurs empêchée. Donc la question est, la glande pinéale peut-elle se pencher dans une certaine direction sans que certains pores de la superficie intérieure du cerveau soient déjà au moins un peu ouverts? Et c'est une question qui peut paraître un peu baroque, mais qui est tout de même centrale s'agissant de la problématique cartésienne. Dans les passions de l'âme, il faut bien constater que la force de l'âme, évoquée d'abord comme un facteur séparé dans l'article 36, se trouve au titre de la hardiesse, finalement intégrée à la disposition du cerveau par l'article 39. La même impression que la présence d'un objet effroyable fait sur la glande, dit Descartes ici, et qui cause la peur en quelques hommes, peut exciter en d'autres le courage et la hardiesse, dont la raison est que tous les cerveaux ne sont pas disposés en même façon, et que le même mouvement de la glande qui en quelque sorte excite la peur, donc un mouvement dans lequel l'âme n'est pour rien, fait dans les autres que les esprits entrent dans les pores du cerveau qui les conduisent, partis dans les nerfs, qui servent à remuer les mains pour se défendre, et partis, etc. Je pense que la citation est dans le... Oui, je conclue. Je conclue. Ici, plus de force de l'âme comme facteur séparé. Alors, comment décider? Le langage de l'homme, seul texte à aborder ces questions un peu en détail, reste ambigu. Nulle part, sauf erreur ou omission, il n'est question que les esprits animaux aient la force d'ouvrir les ports du cerveau qui seraient d'abord fermés, des ports qui seraient d'abord fermés. Bien plutôt, ils ouvrent davantage des ports qu'ils trouvent déjà entrouverts, et les seules causes qui puissent véritablement ouvrir ces ports sont apparemment les objets des sens. En revanche, il est indiqué, page 181, que les esprits animaux qui sortent de certains endroits de la glande peuvent avoir la force de tourner les petits tuyaux de la superficie intérieure du cerveau dans lesquels ils se vont rendre vers les endroits d'où ils sortent s'ils ne les y trouvent déjà tout tournés. C'était d'ailleurs annoncé plus haut, mais je laisse la citation. Ce qui est dit des esprits sortant de la glande vaudra ainsi immédiatement pour l'âme elle-même si elle peut ici commander quelque chose. Elle pourra modifier quelque peu la disposition du cerveau, non pas en changeant l'affectation fonctionnelle des divers pores de sa substance, mais par la relation plus ou moins directe de ces pores avec la glande elle-même. Et cela revient au fond au même que tel pore soit tourné vers la glande ou que la glande se penche vers tel pore. Mais comment les esprits tournent-ils les pores vers eux? Cela n'est pas davantage expliqué. L'action de l'âme dans le cerveau reste ainsi entourée d'imprécisions. On peut se demander, je conclus, si l'auteur du traité de l'homme était déjà en possession au moins d'éléments de la troisième partie prévue du traité annoncé sur l'union de l'âme et du corps, ou s'il a buté dans sa préparation de cette partie sur des difficultés insurmontables. L'un n'exclut d'ailleurs pas l'autre. En tout cas, une âme forte ne se conçoit pas sans une construction particulière des connexions cérébrales. La force de l'âme, en tant qu'elle prévaut dans le combat contre la passion, ne peut pas être celle de l'âme toute seule, c'est la solidité de toute une disposition interne qui tend toujours à se rétablir contre des perturbations occasionnelles. Et dans toute cette vie affective et pratique, la disposition du cerveau, dans sa disposition la plus large, allant jusqu'au tempérament des esprits animaux, est donc le facteur absolument majeur, et c'est pourquoi entre nos pensées et nos états physiologiques, la relation pour Descartes n'a jamais vraiment fait de doute.
Grazie professor Cambuchner per questa bellissima relazione. Apro subito il dibattito, abbiamo 5 minuti per le domande. Des indications pour les personnes qui ont l'intention de poser des questions sur Teams. Je vous prie d'utiliser la fonction de la petite main pour indiquer votre intention de poser des questions. Et je pense que nous pouvons commencer avec les questions dans la salle. Ci sono domande in sala, diamo la priorità alle domande in sala. C'est évidemment une exposé un peu particulier. Vi è una domanda? Salveggio io. Je n'ai pas compris au début, ça s'arrivait à bien, qui pose la question à propos de la chose, mais je n'ai pas compris. C'est aussi simplement que toutes les fièvres qui sont essentielles des maladies chez Descartes sont causées, comme tout le reste, par l'action des nerfs de la sixième paire sur les entrades. Et que ces nerfs qui sont Sur l'essentiel le cerveau, enfin le cœur, si on peut dire, de la communication entre le cerveau et le reste du corps, répercute dans le corps des pensées. Donc, c'est la qui manifeste, c'est qui la fièvre. Il y a une fièvre quand je parle sous l'autorité d'Annie Boll et de quelques autres collègues. Il y a fièvre quand il y a dans le corps, dans certains endroits du corps, une sorte de resserrement qui ça communique avec la théorie traditionnelle des phases. Renferme certaines humeurs, lesquelles ensuite s'écoulent de manière pathogène. Donc, en refroidissant, puis en l'échauffant. Et donc, selon Théo, mais je l'ai fait ce resserrement est exclusivement dû aux passions. Ça pour ma question. C'est la suivante. Et alors, le titre de ta publication, c'est Santé force de l'âme à disposition du cerveau. Alors, les spécialistes Là, Descartes insiste, il souligne beaucoup qu'il y a la relation mais la santé entre l'intellect et la santé, c'est quelque chose qui doit tenir compte aussi de la médecine, ça veut dire que il n'exclut jamais. il dit que vous devez faire la santé, la degni
Bien sûr. Donc la santé, ce n'est pas seulement Change perché lì Je dirais bien qu'il y a tout de même les causes principales ou la cause principale et les causes auxiliaires. L'idée, Théo nous semble avoir raison, c'est que chez Descartes, la disposition d'esprit reste le programme du cerveau, le facteur principal. Et que pour le reste, il faut que les choses de conditions d'environnement. Mais à cet égard, c'est aussi l'esprit bien installé qui est juge, comme indique l'entretien avec moi et notre texte, c'est l'esprit qui est juge de ce qui est convenu. Ci sono altre domande? Allora, per il momento non ci sono domande da Teams, quindi credo che possiamo dare spazio ad altre domande in sala, se ce ne sono. Sì. Io ringrazio per questa bellissima presentazione e invito il professor Cle. Grazie. È un piacere presentare ex élève al Superiore di Parigi, e oggi Dipartimento di Filosofia dell'Università di Liegi. Studioso di Cartesio, è autore fra l'altro di un importante libro pubblicato per la prestigiosa collana Epiméthée su Descartes e le vie dell'analisi, nonché di interessanti articoli su Cartesio pubblicati su importanti riviste internazionali. L'ultimo si intitola Sur la profération de l'ego sum, la parole dans la métaphysique de Descartes, pubblicato nel 2021 sull'Es Études philosophiques. Ma vorrei anche segnalare un testo del 2017, molto interessante, Attenzione e simultaneità intellettuelle chez Descartes, Clauberg e Spinoza, pubblicato per la medesima rivista, appunto 4 anni prima. La nostra amicizia è di lunga data proprio in quei giorni parigini in cui eravamo insieme all'École Normale, ma sono particolarmente felice di averlo qui a Lecce, dicevamo ieri per la prima volta, dopo esserci incontrati un po' in giro per l'Europa, e gli lascio volentieri la parola. Benvenuto Olivier, e buon lavoro. Merci beaucoup Igor, je suis désolé, je vais m'exprimer en français. Voilà, ce qui ne m'empêche pas de vous remercier encore une fois pour cette invitation et puis de vous dire aussi le plaisir que j'ai à retrouver les collègues italiens après une période compliquée dont on n'est d'ailleurs pas totalement sorti, mais enfin voilà, je suis particulièrement heureux de découvrir Lecce et de retrouver l'Italie. Voilà, merci encore. Voilà, donc je vais traiter d'un sujet un peu peut-être surprenant, vous allez voir, donc la question de la bêtise chez Descartes. Hein, on a l'habitude, depuis le débat entre Foucault et Derrida, de parler de la folie et de concentrer un certain nombre de discussions autour de la première méditation, en dépit de la présence très réduite de la folie des fous dans le corpus cartésien. Je vous renvoie là-dessus d'ailleurs à un article de Denis Kambouchner paru il y a quelques années qui faisait le point sur cette question. La question de la bêtise, quant à elle, n'a jamais, à ma connaissance en tout cas, été prise en considération. Et d'abord, bien sûr, parce que ce terme de bêtise, de bestise, comme on dirait dans le français du XVIIe siècle, est tout à fait rare et absent du corpus cartésien, et rare dans le français du XVIIe siècle, à part dans les références à Montaigne, tandis que, c'est ça qui va m'intéresser, il y a d'autres termes comme sottise et stupidité en particulier, qui ont pris la charge de la signification dévalorisante du défaut d'esprit, du manque d'esprit.
De ce point de vue, il y a chez Descartes toute une sémantique de la sottise, de la stupidité, dont la base textuelle est plus large que celle de la folie. On va trouver de nombreux termes, notamment dans le latin, stultus, stolidus, stupidus, ineptus, idiota, insulsus, qui signifie littéralement insipide, qui a le sens figuré de niais ou de dépourvu d'esprit, ou encore ebes, qui donne hébété en français, qui est un terme, vous allez voir, important. Tous ces termes n'ont pas exactement toujours le même sens, c'est pas toujours facile de savoir exactement ce qu'ils signifient, mais quelque chose qui est important, je crois, c'est qu'ils ne signifient pas exactement l'incompétence intellectuelle telle qu'on l'entend aujourd'hui, quand on parle notamment de bêtises. C'est-à-dire que si on remonte aux conceptions médiévales de la stultitia, on voit que cette notion de stultitia et ces termes associés désignent autant un défaut de sensibilité qu'un défaut de jugement, qu'elle peut indiquer une carence perceptive, voire gustative. On sait que la sapientia est souvent associée à la sapor, à la saveur, ou encore ce terme peut désigner une apathie qui entraîne l'absence d'action et de réaction. D'où l'importance de ce terme qui va revenir dans mon exposé, souvent le terme d'hébétude, hébétudo, qui désigne chez Thomas d'Aquin, par exemple, un engourdissement dont la cause peut être strictement physiologique, mais peut aussi être de nature morale, liée en particulier dans la question 46 de la seconde partie de la Somme théologique, cette hébétude à la fréquentation du sensible, au plaisir charnel et, in fine, sous la plume de Thomas d'Aquin, au péché capital de la luxure. Donc il y a toute une genèse morale de l'hébétudo de l'esprit. Ce thème de l'hébétudo, mentis, on le retrouve au début du XVIIe siècle chez les médecins, en particulier dans la Praxis Medica de Félix Plater, donc on est tout à fait au début du XVIIe, où l'hébétudo mentis est une forme de ce que Plater appelle l'imbecilitas mentis, c'est-à-dire une situation de faiblesse où les facultés de l'esprit sont diminuées. Et cette imbecilitas, Plater la distingue de la consternatio mentis, qui, elle, est un arrêt, un blocage pur et simple des facultés. Et c'est d'ailleurs dans cette consternatio mentis que Plater range la stupidité, la stupiditas, qu'il associe à la stupeur. Voilà. Donc tout ce langage, vous allez voir, de l'hébétude et de la stupidité, on va le retrouver chez Descartes. Dernier élément d'introduction, je m'intéresse donc à cette question de la bêtise à l'âge classique et aujourd'hui particulièrement à Descartes, dans le but d'une certaine manière d'explorer un angle mort, une zone oubliée dans l'histoire de la folie de Michel Foucault. En effet, Foucault décrit au début de son ouvrage, vous vous en souvenez, le double mouvement d'exaltation de la folie qui apparaît à la Renaissance, l'exaltation de la folie, ce qu'il appelle la folie tragique, et ensuite, après cette exaltation, un mouvement d'exténuation, d'affaiblissement de la folie qui aboutit à travers Erasme et Montaigne à ce qu'on pourrait appeler une folie sage, une folie assagie, désarmée, dit Foucault, une folie investie par la raison, c'est aussi une expression qu'il utilise, donc une folie qui ne fascine plus et qui n'effraie plus, et qui est très exactement, à la fin du chapitre 1, la sottise. On pourrait dire que la sottise, c'est la folie qui s'est, d'une certaine manière, rationalisée, qui s'est assagie. Pourtant, Foucault délaisse cette question de la sottise dans la suite de l'ouvrage, puisque avec le grand coup de théâtre du chapitre 2, le fameux texte sur l'exclusion cartésienne des fous, et sur ce que Foucault appelle ensuite la néantisation de la folie, Foucault va se focaliser justement sur le devenir moderne de cette exclusion des fous à travers l'histoire de la raison psychiatrique et de l'institution asilaire. Et jamais il ne va de nouveau, je dirais, traiter de la sottise pour elle-même. Qu'est-ce que c'est que la sottise ? Au fond, elle va faire partie du langage de ce qu'il appelle la déraison. On va effectivement retrouver la sottise, la stupidité dans les typologies du discours médical, comme
une forme morale, une forme non morbide de la folie. Et donc Foucault en parle de manière, vous voyez, incidente, de manière en passant d'une certaine manière, hein, mais il ne va pas réfléchir sur le discours de la bêtise tel qu'il se déploie au XVIIe siècle, et notamment dans les portraits du sot, du fat, du bel esprit, de l'impertinent chez les moralistes, notamment La Bruyère, mais aussi du plaisant, du fâcheux dans les comédies de Molière, hein, avec toute la puissance, j'ai envie de dire, d'exclusion psychosociale, hein, de rituels et de représentation, de rejet et d'exclusion, qui s'attache à ce discours, que ce soit dans le langage de La Bruyère ou dans celui de Molière. Donc, je voudrais esquisser aujourd'hui quelque chose de très, plutôt un survol, hein, mais poser au fond, au corpus cartésien, trois questions. D'abord, quelle place pour la bêtise dans la conception de l'esprit humain chez Descartes, et notamment dans sa conception des différences, des inégalités entre les esprits? Où se situe, deuxième question, Descartes, cette conception par rapport à l'approche médicale de la stupidité, notamment, ou de l'hébétude? Et enfin, où se situe-t-il par rapport à la critique sociale, à la théorie des caractères, à tous ces rituels de dénigrement, d'exclusion, qui vont s'imposer ensuite, hein, dans le traitement classique de la sottise? Alors, je commence par le premier point, et je commence par les réguliers. Ce sera ma première partie, puisque ce sont, en fait, c'est quasiment, j'ai envie de dire, dans les réguliers qu'on trouve le plus de références à la question de la stupidité. Ce n'est pas tout à fait une surprise, puisque Descartes propose dans ce livre une théorie de la connaissance, mais aussi une théorie du développement et du progrès de l'intelligence qui implique, hein, vous savez, un ensemble d'exercices et de pratiques pour la cultiver. Cultiver cette intelligence, ce qui rappelle au début de la règle 9. Et le fameux mouvement continu de la pensée qui est décrit au début de la règle 7, vous savez, ne résout pas simplement le problème de l'incertitude liée à la mémoire. Hein. Descartes ajoute aussi que ce travail-là, cet exercice-là, doit aussi corriger, rectifier ce qu'il appelle la tarditas ingenii, hein, c'est page 388 dans le texte, c'est-à-dire la lenteur ou la tardivité, le mot a été prononcé tout à l'heure par Dominique Kouchner, la tardivité de l'esprit, dont justement le mouvement continu de la pensée doit permettre d'accroître la capacité, hein, la capacité. Donc, je crois que c'est à la lumière de cette conception d'un esprit perfectible, malléable, et dans ce contexte de pratiques qui peuvent l'améliorer, mais aussi le dégrader, que prend sens la question de la sottise et de la stupidité. Alors, je vais aller sur deux textes. Début de la règle 4, hein, qui est très célèbre, page 371 dans le latin, et ensuite un extrait de la règle 12, page 425-426. Alors, le début de la règle 4, il est particulièrement significatif, puisque Descartes, vous vous souvenez, évoque quelqu'un, je cite, qui brûlerait d'un désir si stupide, tam stolida cupiditate, de découvrir un trésor, qu'il ne cesserait de courir les rues, ça et là, cherchant si par hasard il n'en trouverait pas un qu'un voyageur aurait perdu. Et il est donc question ici, hein, de la curiosité, qui consiste en un désir stupide, dont l'effet immédiat, on voit, est de pousser dans une quête hasardeuse, sans méthode, c'est-à-dire aveugle. Mais, selon la règle 4, le plus dommageable de cela, de cette démarche, c'est l'effet qu'elle a sur l'ingenium lui-même, c'est-à-dire de troubler la lumière naturelle et d'aveugler l'esprit, hein, c'est l'expression qu'emploie Descartes, ingenia ex caecari, ou encore, dit la règle 10, dans un contexte similaire, de d'hébéter la lumière de l'esprit. Hein. Hebetarent tamen ingenii lumen. Donc, voilà, le hasard, la procédure hasardeuse a un effet, au fond, d'affaiblissement, hein, sur la capacité de l'esprit. Donc, on retrouve ici, d'ailleurs, des éléments proches du traitement thomasien de la stultitia. On voit que, finalement, la bêtise consiste dans un certain aveuglement spirituel qui est lié à une pratique, et une pratique qui génère une certaine, je dirais, indisposition ou disposition négative à voir et à juger. Une certaine hébétude intellectuelle comparable à l'hébétude sensorielle.
Mais, deuxième chose importante et tout à fait originale, et on va le voir essentiel pour la suite, c'est que cet affaiblissement, cette érosion de l'acquiesce mentis, qui devient moins pénétrant, ne caractérise pas, bien sûr, pour Descartes, l'esprit naturel, hein, en tant qu'il serait, vous voyez, grossier et inculte. Au contraire, hein, la stupidité se trouve chez qui? Chez les savants, hein, c'est-à-dire les chimistes, les géomètres, les philosophes, et au contraire, cette stupidité épargne les non-lettrés et ceux qui n'ont pas été formés dans les écoles. Hein, je cite différents points du début de la règle 4. Autrement dit, la stupidité ne constitue pas un état naturel primitif d'inculture, mais elle est plutôt l'effet de dispositifs excédentaires, hein, de dispositifs superficiels qui désordonnent l'esprit et qui fonctionnent à rebours du mouvement naturel de celui-ci. Je passe au second texte, règle 12, hein, page 425-426, je le cite, voilà, pour que vous voyez le moment où Descartes parle de la bêtise. Voilà ce que dit Descartes, il parle des natures simples, hein, de l'accès aux natures simples. Il résulte, deuxièmement, qu'aucun effort n'est requis pour connaître ces natures simples, puisqu'elles sont suffisamment connues par elles-mêmes, et qu'il en faut seulement pour les séparer les unes des autres, et pour voir chacune d'elles par intuition, en y fixant séparément le regard de l'esprit. Personne, en effet, n'a l'esprit si hébété, tam hebeti ingenio, qui ne puisse percevoir que lorsqu'il est assis, il diffère en un certain sens de lui-même lorsqu'il se tient debout. Et tous ne séparent point avec une égale distinction la nature de la position du reste de ce qui se trouve contenu dans cette pensée, et tous ne sont pas capables d'affirmer que rien ne change dans ce cas, sinon la position. Ce n'est pas pour rien que nous faisons ici cette remarque, puisqu'il arrive souvent que des lettrés soient assez ingénieux, literatim ingeniosi, pour trouver moyen de s'aveugler, même en ce qui est par soi-même si évident que jamais les incultes, crusticis, dans le latin, ne l'ignorent. Donc il y a un mouvement similaire avec la règle 4. Un certain aveuglement est attribué non aux incultes, mais plutôt aux subtils, de sorte que la stupidité, l'aveuglement, est bien l'effet d'une pratique cognitive plutôt que sa cause. Et tout dispositif excédentaire, on le voit, rend aveugle dans un domaine où précisément aucun dispositif particulier n'est requis, à savoir la reconnaissance des natures simples. Donc, c'est là que Descartes introduit la figure de l'hébété, hein, de l'esprit hébété. Même l'esprit le plus affaibli ne peut manquer de connaître les natures simples, de sorte au fond que cette perception de ces éléments fondamentaux constitue ce qu'on pourrait appeler un seuil minimal d'intelligence qui se trouve même chez les plus anesthésiés. Hein, parce que vous voyez, dans cette notion d'hébétude, il y a l'idée hein, de l'anesthésie. On trouve d'ailleurs ce terme aussi en grec, notamment chez Théophraste. Hein, le stupide, c'est celui qui est d'une certaine manière anesthésié. Et donc, cette remarque permet à Descartes de convertir le personnage du rusticus, hein, qui est voilà, le paysan lourdeau qui, traditionnellement, notamment dans les comédies latines, incarne la rustrerie et la sottise. Donc, ce personnage de rusticus, Descartes en fait une sorte de figure éclairée à minima, si je veux dire, hein, minimalement éclairée, hein, et qui est capable d'accéder on va dire, à cette structure fondamentale que sont les natures simples. Donc, vous le voyez ici, au total, Descartes n'oppose pas les esprits faibles aux esprits forts, les stupides aux intelligents, mais il insiste plutôt dans la régulée sur la variabilité de l'esprit qui peut déchoir, qui peut s'abêtir, mais qui peut aussi s'amender, qui peut s'aiguiser. Et, chose importante, le stupide ne l'est jamais absolument. Il n'est jamais absolument dépourvu des ressources intellectuelles, de sorte qu'on voit bien, Descartes développe à propos des stupides ce qu'on pourrait appeler une rhétorique inclusive, bien plutôt que de l'ordre de l'exclusion. Alors, j'arrive à ma deuxième partie. Je vais essayer de poursuivre un peu ceci sur deux terrains, un terrain physiologique, et ensuite dire quelques mots du discours de la méthode qui reprend ces thèmes. À travers cette notion d'inclusion dont je viens de parler, on distingue, je dirais, un enjeu métaphysique que les régulés ne formulent pas encore, mais qui va prendre une forme explicite
dès le discours, en contrepoint d'une approche physiologique de la stupidité, qui va également se développer au cours des années 1630, que je vais maintenant brièvement synthétiser. Donc, je commence par le versant physiologique, que je synthétise parce que je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Mais en gros, du traité de l'homme jusqu'à la lettre Arnaud du 29 juillet 1648, en passant par la lettre à Meissonnier du 29 janvier 1640, on retrouve un certain schéma physiologique autour de cette question de l'hébétude et de la stupidité. L'hébétude, au fond, est un état qu'on pourrait dire proche du sommeil, lié à la mollesse et à l'humidité du cerveau, mollesse et humidité qui ont pour effet de resserrer les pores du cerveau, qui dès lors ne laissent pas ou laissent peu circuler les esprits animaux. Et donc, cette moindre activité cérébrale, Descartes va notamment insister sur le fait qu'elle va être favorisée par l'excès de sommeil, et il va notamment décrire la figure du léthargique. Et au fond, la léthargie est quelque chose qui est physiologiquement très très proche de la stupidité. L'excès de sommeil introduit un excès d'humidité dans le cerveau qui favorise la léthargie, la difficulté à se réveiller, la difficulté à réagir et à penser activement. Mais cette pesanteur, cet apesantissement a du même coup un effet précis sur la cogitatio, effet auquel la lettre à Meissonnier, en lien avec toute la réflexion de Descartes sur la mémoire dans le traité de l'homme, fait allusion, puisque, au fond, l'apesantissement du cerveau, la lourdeur du cerveau fait que l'esprit s'attarde, et on retrouve, vous voyez, la tardivité, s'attarde sur la sensation présente, qui va donc persister de manière inhabituelle sur la glande H. Et alors, c'est un phénomène, cette pesanteur cérébrale, cet attardement, cette fixation qui peut tenir à l'âge, typique de l'enfant, c'est Descartes le renvoie à l'enfant, qui peut tenir au tempérament, qui peut tenir à certaines circonstances extérieures, l'alimentation, la qualité de l'air, etc. Voire, comme ensuite Descartes le suggérera, comme ça apparaîtra dans la correspondance avec Élisabeth, peut tenir à certaines causes qu'on appellerait psychosomatiques, c'est-à-dire la nouvelle d'un événement malheureux qui va effectivement produire un effet sur le corps et sur la disposition à penser. Pour autant, Descartes maintiendra toujours la même position. Si les troubles de la raison et de l'esprit ont leur fondement dans le corps, si tous les troubles de la raison et de l'esprit ont leur fondement dans le corps seul, ce qui est déclaré dans les passions de l'âme, ces perturbations ne signifient pas que la pensée, évidemment, n'existe qu'en lien avec le corps, encore moins qu'elle soit toujours assujettie à celui-ci. Là, je renvoie notamment aux quatrième réponse à Arnaud. Et donc, à la lettre, aucun dysfonctionnement corporel ne saurait éteindre la pensée. Il n'y a donc pas pour Descartes, vous voyez, si j'en prends les nomenclatures médicales, il n'y a donc pas pour Descartes de consternatio mentis, c'est-à-dire de stupidité qui signifierait l'abolition pure et simple, l'arrêt total des fonctions intellectuelles. Et vous voyez que toute la réflexion ensuite au XVIIIe siècle sur le crétinisme, sur l'idiotie et toutes les typologies qui se construisent autour de ce qu'on appelle dans l'encyclopédie la paralysie de l'esprit, au fond, tous ces éléments-là sont absents, ou en tout cas ne figurent pas dans la pensée de Descartes sur ce point. Alors, on trouve un écho de tout cela dans le discours de la méthode. Alors, je laisse maintenant le côté physiologique pour revenir, d'une certaine manière, au côté plus, on va dire, du statut de l'esprit pensant. Donc, on retrouve un certain nombre d'échos dans le discours de la méthode, puisque, bien sûr, la théorie du bon sens a un premier niveau de lecture, parce que je vais ensuite essayer, dans ma première partie, de dégager un deuxième niveau de lecture sur ce point. La théorie du bon sens vient donner une expression tout à fait nette à cette idée que les hommes ne sont pas plus ou moins raisonnables, qu'ils sont tous également raisonnables, et que la différence d'un esprit à un autre se joue ailleurs, dans les voies, dans les procédures que les uns et les autres emploient, et aussi dans ses qualités objectives de l'esprit, sa promptitude, sa vitesse, sa capacité d'imagination, qui sont des qualités donc objectives, mais qui sont aussi des qualités surtout accidentelles. Comme l'indique la fin du premier paragraphe du discours, ceux qui ne marchent que fort lentement, on trouve la lenteur, pourront avec méthode dépasser les plus grandes âmes, de sorte que la différence entre le lent et le prompt, le grand et le faible,
paraît ici secondaire. Hein. Donc la tardivité de l'esprit limite la vitesse d'enchaînement, mais ne compromet pas sa rigueur ou sa progressivité. Donc tout cela nous renvoie, disons, à ce qu'on a vu précédemment, hein, mais le discours confirmant, vous voyez, j'ai envie de dire scolastiquement, en opposant la forme de la raison avec les accidents des qualités objectives de l'esprit, hein, confirmant scolastiquement le traitement inclusif du stupide et de l'hébété, qui sont malgré tout des sujets rationnels comme les autres, hein, même si sur le plan des qualités objectives, effectivement, ils sont différents et inégaux. Et d'ailleurs, vous le savez, Descartes va même un peu plus loin dans la 5e partie du discours, hein, où il fait cette déclaration célèbre à propos de la question du langage et du rapport avec les animaux, déclaration célèbre, car c'est une chose bien remarquable qu'il n'y a point d'homme si hébété et si stupide, sans en excepter même les insensés, qu'ils ne soient capables d'arranger ensemble diverses paroles et d'en composer un discours par lequel ils fassent entendre leurs pensées. Donc, ce qui est très intéressant dans cette phrase, c'est qu'on voit bien que Descartes ne se contente pas de dire que le stupide pense toujours un peu, voilà, que le stupide est pensant, que le stupide est sujet rationnel. Il affirme aussi ici que cette pensée est toujours capable d'une certaine manifestation extérieure, autrement dit que le stupide a la capacitas de déployer une activité signifiante. Hein. Donc il y a un pas, il me semble qu'il y a un pas supplémentaire par rapport au régulé. Le stupide n'accède pas simplement aux natures simples, mais plus positivement, il est capable de produire une certaine composition de signes. Hein, c'est l'exemple des sourds-muets qui est très intéressant, l'analogie avec les sourds-muets est très intéressante, puisque les sourds-muets sont dépourvus des organes, des moyens physiques de la communication, et pourtant, par une sorte de vicariance, ils parviennent à mettre le corps au service de la pensée. Ils permettent, d'une certaine manière, à transcender l'obstacle corporel pour signifier quelque chose. Hein. Et donc, il y a quelque chose de cet ordre-là dans le stupide. Le stupide, au fond, incarne une certaine forme de transcendance de l'homme, bien plus, j'ai envie de dire, que celui qui a tous ses moyens, capable de faire signe dans l'insuffisance et dans l'absence des moyens, dans la faiblesse des moyens physiques. Alors, si on s'en tenait uniquement à ces analyses, on pourrait dire au fond, on pourrait en conclure que Descartes, en un sens, n'est pas un penseur de la bêtise. Il inclut les stupides et les fous dans la cogitatio, et il leur accorde une certaine rationalité incompressible, et il leur accorde même une certaine capacité à faire sens, capacité que rien ne peut vaincre. Et donc, on voit bien aussi comment Descartes s'oppose, vous voyez, à l'idée d'une bêtise fondamentale, principielle, qui serait le fond de l'homme, un petit peu comme chez Montaigne ou ensuite chez Schopenhauer. Et il s'oppose aussi à l'idée d'une bêtise que j'appellerais catégorielle, c'est-à-dire qui hiérarchise et qui discrimine des classes d'hommes, des types d'hommes, hein, qui fait des distinctions entre des différents caractères. Mais il y a un élément perturbateur dans ce que je viens dans les textes que je viens de citer. Il y a un élément tout à fait perturbateur, tout à fait impressionnant d'une certaine manière, qui est de nature à remettre en cause cette interprétation, de dire, bon, au fond, il n'y a pas de bêtise chez Descartes, la bêtise est quelque chose de tout à fait inessentiel. C'est la manière dont Descartes introduit sa célèbre doctrine du bon sens dans le discours de la méthode. Je cite là-dessus un article de Jean-Luc Nancy, mais il y a évidemment d'autres interprètes qui ont noté ce problème. Je cite Nancy: « Tout le début du discours est d'une telle finesse théorique et d'une telle complexité stratégique qu'il revient aussi à pousser discrètement le bon sens sur une pente irrésistible de bêtises. » Et Nancy, en fait, souligne avec d'autres la fondation boiteuse de la doctrine du bon sens, chose du monde la mieux partagée, puisque tout le monde s'estime assez intelligent. Voilà, c'est l'argument qu'on trouve au début du discours. Mais évidemment, ne prend-on pas pour universelle possession ce qui n'est en réalité qu'universelle présomption? Et c'est ça la pente de bêtise que désigne Nancy. L'attribution aux hommes du bon sens repose sur l'auto-attribution, manifestement douteuse, qu'accomplit chacun pour soi.
telle que déjà Montaigne l'avait décrite dans De la présomption dans les essais. Alors, je n'ai pas le temps de faire la comparaison entre Montaigne et Descartes, très importante, très essentielle sur ce point. Je note simplement un point qui est important pour, je crois, la suite, c'est qu'au début du discours, enfin dans le discours, Descartes ne s'attribue pas à lui-même le bon sens. Il se l'attribue au fond en tant qu'il l'attribue aux hommes en général, de manière, j'ai envie de dire, anonyme, hein, sur le mode de l'opinion. Je veux croire que la raison est tout entière en un chacun, donc on comprend bien que Descartes s'inclut dans cette croyance, mais cette prudence de Descartes ici s'oppose à Montaigne, qui lui s'attribue le sens, hein, ce qui deviendra le bon sens chez Descartes, parce que, selon Montaigne, il est performativement requis que celui qui juge se pose en même temps comme capable de jugement. Hein. Dès que je formule un jugement, je dis en même temps que je suis capable de juger. Autrement dit, ça implique nécessairement ma capacité à affirmer mon sens. 5 minutes. Okay. Je ne vais pas y arriver, mais ce n'est pas grave. Donc, il me semble que contre la situation chez Montaigne, toute la démarche de discours repose sur ce refus de se juger de soi-même, pour au contraire, et je ne crois pas que ça soit simplement rhétorique, laisser le public juger sur pièce. Je cite Descartes, « Je sais combien nous sommes sujets à nous méprendre en ce qui nous touche et combien aussi les jugements de nos amis doivent être suspects. » Donc le jugement sur soi-même rencontre une double difficulté, celle de la présomption, hein, qui est un thème bien présent au début du discours, et celle de la flatterie, hein, de sorte qu'il y a une prudence et une nécessité de le suspendre. Tout ça est intéressant puisque l'exclusion de la bêtise qui semble se faire au début du discours, puisqu'on pourrait comprendre, voilà, tout le monde est intelligent, tout le monde est raisonnable, même les plus stupides sont raisonnables. En fait, cette exclusion laisse se formuler un autre problème qui, au fond, déplace la question de l'aptitude à juger sur le terrain moral, puisque celui qui se pose comme juge le fait peut-être pour une mauvaise raison, ce qui signifie qu'il est peut-être un mauvais juge. Donc il y a une sorte de faille ici, une sorte d'incertitude. Donc c'est très important parce qu'au fond, l'instauration du moi comme juge ne prend pas dans le discours la forme d'une autoposition fondatrice de type cogito, mais d'une revendication égoïste qui laisse pointer le risque de la présomption. En un sens, la bêtise n'est pas effectivement principielle, effective, en tout le monde pour Descartes, mais elle menace tout un chacun. Elle est, en un sens, j'ai envie de dire, pour reprendre un terme que Deleuze utilisera, elle est transcendantale. Elle est là à l'horizon. Elle est là, d'une certaine manière, à l'horizon du discours. Alors, vous allez me dire, quel rapport entre stupidité et présomption? Comment faire le lien entre les deux, au fond, les deux parties, les deux tendances de mon exposé? Alors, le lien se trouve, je vais essayer de l'esquisser très rapidement, dans les passions de l'âme. Dans les passions de l'âme, puisque dans les passions de l'âme, on a donc cette théorie de la générosité, forme vertueuse de l'estime de soi, qui fait que, à partir de laquelle mesurer la valeur d'un individu, hein, à partir de sa bonne volonté, et cette bonne volonté, elle joue le rôle un peu du bon sens, formellement, dans les passions, puisqu'elle dénonce comme secondaires et accidentelles toutes les inégalités de valeur qui sont liées à des biens socialement reconnus, les richesses, les honneurs, l'esprit et la beauté. Et la générosité, de ce point de vue-là, empêche, chez celui qui est généreux, que l'on se tienne pour supérieur à autrui du fait d'avoir plus d'esprit que lui. C'est-à-dire, si vous avez plus d'esprit qu'un autre, si vous avez une supériorité intellectuelle, en réalité, votre générosité empêche que vous jugiez le stupide comme inférieur à vous, c'est-à-dire que vous convertissiez cette stupidité qui peut effectivement être réelle, physiologiquement réelle, et réelle dans le discours, que vous la convertissiez en une moindre valeur de la personne. Le stupide ne devient pas, on va dire, inférieur sur le plan de sa valeur humaine. Et donc, dit Descartes, la générosité a valeur de remède contre les dérèglements des passions et elle empêche qu'on méprise les autres. Au contraire, ça c'est l'article 154, hein, le développement, au contraire, l'article 157 sur l'orgueil fournit un complément négatif à cette description. Elle montre justement la mise en œuvre du mépris et des jugements de valeur qui l'accompagnent. Donc l'anti-généreux, hein, le versant, voilà, celui qui justement est le contraire du généreux. Et qu'est-ce que dit Descartes? Il dit qu'on peut avoir bonne opinion de soi pour une autre raison que la bonne volonté,
Et même, dit-il, sans aucun sujet. Voilà, on peut s'estimer sans raison. Et dans ce cas, comment ça fonctionne? On a un modèle de valorisation de soi, de nature strictement verbale, strictement illocutoire, qui est l'orgueil, où la valeur s'acquiert par auto-attribution. Descartes décide alors, oui, mais c'est étrange ce modèle, c'est tout à fait étonnant. Comment, voilà, ce serait étonnant que les gens, d'eux-mêmes, spontanément, s'auto-attribuent une supériorité, et il doit y avoir un autre facteur de ce développement. En réalité, cet autre facteur, c'est la flatterie. C'est-à-dire que c'est en raison de la flatterie, comme valorisation sans raison de l'homme défectueux, que se produit cet orgueil, et Descartes dit, ce qui donne occasion aux plus ignorants et aux plus stupides de tomber en cette espèce d'orgueil. On retrouve le stupide. Et vous voyez, une place nouvelle par rapport à tout à l'heure. Ce n'est plus celui qui est jugé, ici c'est celui qui juge, c'est celui qui est jugeant. Qu'est-ce que fait le stupide? Stimulé par la flatterie, qu'il reçoit sans distance et sans réflexion, je vais terminer par là, il est par excellence le titulaire d'un discours vaniteux d'autopromotion qui a pour effet, article 158, de dévaloriser autrui du point de vue des biens concrets que sont l'esprit, la beauté, les richesses, les honneurs, etc. Autrement dit, on assiste dans cette analyse de l'orgueil à la fabrication sociale fondée sur la flatterie d'un discours disqualifiant. Au contraire de la neutralisation, vous voyez, morale de la stupidité et de la bêtise chez le généreux. Pour le généreux, il n'y a pas de bêtise au fond. Hein. Elle est hors sujet, au fond, la bêtise. Au contraire de cela, le stupide est celui qui va qualifier justement l'infériorité sans raison et donner à cette infériorité une valeur. Il va devenir lui-même arrogant, superbe, impertinent, et il va produire un discours qui décrit les stupides, qui parle de bêtise. Donc là, il y a quelque chose de très intéressant parce qu'il y a toute une genèse morale de la bêtise, mais non pas au sens où la bêtise, vous voyez, existerait comme une valeur à prendre en compte chez les humains, mais au sens où celui qui est bête, c'est-à-dire le stupide, est celui qui va produire un discours qui produit la bêtise et qui attribue la bêtise à ceux qui, malheureusement, devraient être jugés d'un point de vue évidemment plus généreux et plus favorable. Voilà. Il n'y a pas de bêtise pour le généreux, mais il y a, et c'est ça qui est intéressant et peut-être déjà très moderne et contemporain chez Descartes, il y a une prise de conscience, une démonstration du fait que, au fond, la bêtise est chez celui qui attribue la bêtise. Que la bêtise se trouve bien dans des mécanismes d'attribution qui sont sans raison et qui sont socialement produits. Voilà, je m'arrête là. Merci. Grazie al professor Dubuclet per questa bellissima relazione e apriamo il dibattito. Iniziamo con le domande in sala. Professoressa Begioioso, e dunque forse deve venire qui, vero? O si può sentire? Sì. Sì, da qui. Parce que vous avez cité le discours de la méthode, le début du discours de la méthode, le bon sens. Alors, on peut dire, j'ai compris bien ce que vous avez dit, je suis arrivé à cette conclusion, très paradoxale, que Descartes, il dit que tout le monde a le bon sens, après il fait un parcours, ce qu'il a appris dans l'école, et après, il dit, je vous raconte, je vous enseigne les méthodes que moi j'ai suivies. Donc, d'une certaine manière, il y a une bêtise universelle, parce que voilà, c'est lui qui a compris, qui a découvert, parce qu'il n'a pas cette maladie, et les autres, je ne sais pas. Non, c'est tout à fait. Merci beaucoup. C'est une question effectivement importante. C'est une vraie question importante. Disons que pour répondre très factuellement sur ce problème, alors, finalement, à quel titre enseigner la méthode, sinon au titre d'une insuffisance intellectuelle chez ceux qui
qui échouent dans les sciences, ou qui procèdent mal dans les sciences, ou qui sont dépourvus du savoir scientifique. Alors, sur le plan formel, il y a quelque chose dans le texte, c'est que Descartes, bien qu'il n'est pas précepteur, c'est-à-dire que dans toute cette rhétorique qui consiste à dire « je ne me juge pas moi-même, je voulais juger sur pièce, et donc je ne m'attribue pas moi-même le bon sens, ou en tout cas pas à titre de revendication en première personne », il y a aussi, un peu plus loin dans le texte, cette affirmation que la méthode est proposée elle-même, alors c'est une prudence rhétorique bien sûr, mais est proposée elle-même comme un exemple, comme quelque chose dont on va pouvoir éventuellement juger, dont on va pouvoir éventuellement disposer. Mais Descartes dit bien, je ne me fais pas précepteur, parce que se faire précepteur, c'est se poser soi-même comme supérieur à ceux à qui on s'adresse. Donc, formellement, ça ne répond pas complètement à la question, mais formellement, il prend une sorte de précaution de dire je ne suis pas en position de maître qui apprendrait à des gens que je jugerais inférieurs. Je suis en situation de mettre à disposition, on va dire, des procédures qui ne préjugent pas de l'incapacité des uns ou des autres. Bon. De toute façon, cette méthode, elle ne nous apprend pas, je vais dire, le b.a.-ba de l'expression, du développement intellectuel, puisque les stupides disposent des éléments fondamentaux, c'est-à-dire de la raison, des natures simples, si on veut la réguler, et puis de la raison dans le discours, qui leur permettent ensuite de faire usage de cette méthode, de faire quelque chose de cette méthode. Maintenant, il y a, je crois, une deuxième réponse, et là, ça renvoie peut-être davantage au régulé. Dans le texte que j'ai cité, extrait de la règle 12, Descartes fait une distinction que j'ai sautée et que j'ai enlevée parce que je n'avais pas le temps. Il dit voilà, les stupides disposent d'un accès aux natures simples et au contraire, il faut se méfier des faux savoirs ou des savoirs qui obscurcissent cet accès. Et donc, on voit bien que de toute façon, une partie de la méthode est une manière de redresser ceux qui se sont égarés dans des procédures scolaires, dialectiques qui obscurcissent l'esprit. Et il ajoute bien ensuite que si les stupides peuvent accéder à ces natures simples, c'est-à-dire si le stupide voit bien la différence entre lui quand il est assis et lui quand il est debout, donc on voit bien qu'il y a une saisie de la différence, de quelque chose ici qui est une altérité, un changement. Voilà. Il n'est pourtant pas capable de caractériser précisément la nature de cette différence, c'est-à-dire que, et le texte n'est pas facile, mais Descartes semble dire qu'au fond, il n'est pas capable ensuite de faire le tri dans cette situation pour montrer que cette différence n'est qu'une différence de position et pas, par exemple, une différence dans la nature de la personne, dans sa taille, parce qu'on pourrait croire, il est assis et on le voit dans une certaine position, et quand il se met debout, tout à coup, on découvre que la personne est très grande. Et par une certaine confusion, on pourrait croire que la personne n'a plus la même taille, elle était plus petite, elle parle ensuite plus grande. Et Descartes me dit bien que, au fond, le stupide n'accède qu'à une sorte de compréhension minimale. Ensuite, si on veut démêler, caractériser scientifiquement et précisément la situation, il faut aller dans la règle 6 et être capable de distinguer l'absolu du relatif et de composer à partir de là, je dirais, une description exacte de la situation. Donc, je crois que la stupidité nous fournit une sorte d'élément fondamental qui est au fond la participation rationnelle aux facultés d'intuition, de déduction, qui sont les éléments naturels, les éléments constitutifs de l'esprit, mais qu'ensuite elle est effectivement elle est démunie, que ce soit chez le rusticus, le paysan lourdeau, ou que ce soit chez le savant, le pédant ridicule dont parle par ailleurs Descartes. Dans les deux cas, il nous faudra une méthode pour redresser et pour favoriser un savoir distinct. Donc je crois que la distinction, c'est l'objet de la méthode. Cette distinction, elle n'est pas immédiatement accessible aux stupides. Voilà. Il y a d'autres éléments intéressants, aussi le rapport avec les techniques, des artifices dans la règle 9, si je me souviens bien, règle 10 plutôt, les fameuses techniques des artisans, des ouvriers, des couturières. Quand on dit qu'il y a déjà de la méthode là-dedans, on peut trouver déjà des éléments de méthode et de procédure d'ordre. Donc, il me semble qu'il y a un seuil de compréhension, un seuil de rationalité,
Et ensuite, la méthode est inévitable pour progresser. Donc c'est comme ça que je comprendrais cette nécessité de la méthode malgré tout. Voilà. Fabrizio Baldassarri, Giuliano Gaspari. Discours, lorsque Descartes parle de Proust, par exemple, donc dans la médecine et dans les manuscrits biomédicaux et aussi dans son tentative de parler des animaux. Si, je me demande s'il va construire une sorte d'échelle des êtres et donc de différencier entre les animaux, les hommes, et aussi différencier entre les différents types d'animaux, mais aussi entre les brutes et les hommes. Et je me demande si cela peut être aussi quelque chose de plus par rapport à ce que vous avez dit. C'est une question effectivement extrêmement intéressante. Deux choses. La première chose, je crois qu'il faut faire une différence. Ce n'est pas uniquement le cas chez Descartes, entre les animaux et ce qu'on appelle au XVIIe siècle les bêtes brutes. Parce que la notion de bêtise, qui n'est pas chez Descartes, il n'y a pas la bêtise. Quand on regarde les textes, notamment les dictionnaires du XVIIe siècle, on voit, ou même d'ailleurs certaines traductions, moi je parlais de la somme théologique de Thomas d'Aquin, et certaines traductions en français utilisent le terme de bêtise, de bestise, pour traduire dans le latin de Thomas d'Aquin la fatuitas. Et dans la question 46 que j'ai citée, Thomas d'Aquin oppose la fatuitas, qui est une privation absolue de sensus, avec l'ébétudo, qui est un affaiblissement du sensus. Donc les bêtes brutes symbolisent une incapacité totale à penser, et donc c'est là on retrouve la consternatio mentis, dont j'avais parlé chez Plater, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a plus aucune pensée possible, ou qu'il y a un blocage total de l'esprit. Maintenant, ça c'est un premier point, il y a un deuxième point important, et je pense là alors au texte que vous avez cité, effectivement, chez Descartes, mais aussi à une reprise très importante de toute cette question de la stupidité cartésienne par Pierre Bell, dans l'article Rorarius, célèbre article, donc, discussion sur l'âme des bêtes, où on voit bien que Bell utilise Descartes dans un sens qui consiste à dire si vous accordez la moindre capacité de pensée à l'animal, aux bêtes, alors ça veut dire que le stupide, le sot, le paysan lourdeau, d'ailleurs c'est une expression que Bell emploie, est de même nature que l'animal. Autrement dit, si vous accordez la moindre petite partie de cogitatio à l'animal, vous brisez instantanément toute forme de séparation possible entre l'âme mortelle et l'âme mortelle. Et donc, toute cette question de la stupidité, elle est reprise par Bell dans le sens de montrer que le stupide, justement, est celui qui, malgré tout, se situe dans la possession d'une rationalité dont l'animal ne peut, sous aucun prétexte, participer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, j'aurais tendance à dire, après, il faudrait aller regarder les textes auxquels vous faites référence, mais ça veut dire que Descartes, et en tout cas c'est comme ça qu'on l'a utilisé, incarne l'absence de toute échelle des êtres, l'absence de toute gradation possible qui ferait passer de l'animal à l'homme. Il incarne justement, au contraire, l'abîme, la séparation absolue, la séparation substantielle. C'est ce que dit Bell. Voilà, un homme stupide est substantiellement rationnel autant qu'un intelligent. C'est exactement, substantiellement pareil. Et ce discours-là, il s'oppose au discours qui va émerger au XVIIIe siècle, notamment dans l'encyclopédie, notamment dans les travaux de Diderot, où au contraire, on va chercher à produire toute une théorie du développement intellectuel qui va partir des formes les plus, justement, plus animales, les plus irrationnelles, les plus mécaniques de la manifestation de signes, etc., pour ensuite
concevoir l'homme en continuité avec ça. Donc moi, j'aurais tendance à dire, et sous réserve, j'ai envie de dire, des textes de Descartes qui peut-être pourraient contester tout ça, j'aurais tendance à dire quand même qu'il y a une théorie gradualiste d'un côté, et donc non cartésienne, et une théorie substantialiste de la raison qui est cartésienne et que la stupidité se trouve de ce côté-là. Julien va se parler. Je remercie Olivier pour cette communication que je trouvais très, très illuminante et aussi parce que très cohérente avec ce que je comprends de la théorie de la connaissance de Descartes. Donc, c'est une perspective très, très intéressante. Je me demande si on ne peut pas exploiter cette perspective pour éclairer aussi un peu mieux la conception de Descartes de la folie. Descartes a évoqué en début de la communication le fameux passage où Descartes dit « Mais quoi, ce sont des fous, c'est des mentes sunt isti », et que Foucault a pris comme moment symbolique de la séparation des fous de la rationalité, de l'humanité, donc de la société, etc. Il y a eu un débat énorme sur ça, Derrida d'un côté, Alquier, Bessade de l'autre, mais il faudrait peut-être en finir avec ces débats, parce que, évidemment, Descartes n'a jamais dit. Il faudrait ajouter au livre de Denis Cambouchner, Descartes n'a pas dit un nouveau chapitre. Descartes n'a jamais dit « mais quoi, ce sont des fous ». C'est une objection que l'homme vulgaire fait dans le texte de méditation. Ça se voit très bien aussi graphiquement dans le texte de méditation, ce sont des alinéas différents. Mais donc, si je me demande si on peut appliquer la lecture de la sottise chez Descartes, en quelque sorte, à la folie aussi. Et si l'oubli de la part de Foucault de la sottise n'est pas un oubli peut-être voulu, coupable. Non, c'est une question. Évidemment, tout ce que j'ai dit s'oppose radicalement à l'idée de l'exclusion, puisqu'au fond, voilà, je crois qu'il y a vraiment ailleurs que dans ce texte, mais voilà, il y a d'autres travaux qui l'ont montré, qu'il y a vraiment une inclusion. Alors d'une part, on ne peut pas, première erreur de Foucault, c'est refuser la raison au fou. Bon, c'est en soi déjà un problème, mais refuser la cogitatio, il y a déjà une indécision, un problème à ce niveau-là, Foucault, mais évidemment que Descartes a une position inclusive et non pas excluante sur cette question des fous. Et je crois d'ailleurs, ça c'est un peu l'idée que finalement j'avais aussi en prenant mon travail, c'est que je veux dire que la folie est un chapitre, est un élément lié, assez minoritaire, lié à un traitement plus général de la défaillance ou de la faiblesse de l'esprit, dont finalement les développements les plus importants portent non pas sur les fous, mais plutôt sur les stupides, les hébétés, avec tout le versant physiologique de la léthargie, tout ce qui... Donc clairement, je pense que la position de Foucault est absolument intenable du point de vue du corpus cartésien, mais il n'en reste pas moins que cette première méditation a une certaine force, et qu'en tant que telle, avec effectivement le caractère dialogique que Derrida a suggéré dans cette structure, il n'empêche qu'effectivement ce texte est assez stupéfiant, assez surprenant. Et alors pour moi, il y a une question qui se pose, mais là c'est une question ouverte par rapport à vraiment la lecture de ce passage après la méditation. C'est qu'il y a trois termes différents qui sont utilisés par Descartes. Les insani, et ensuite les amentes, auxquels tu faisais référence, et ensuite de dire, moi aussi je serais demens, si je me comparais à cela. Tous ces termes ne signifient pas de manière univoque la folie. Alors, Foucault insistait dans sa réponse à Derrida en 72 sur le fait qu'amentes avait un sens juridique, d'irresponsabilité, voilà, et qu'effectivement, tout un usage de ce terme dans le langage juridique. Mais en réalité,
amentes, les amentes, et plus encore le mot demens, sont des termes qu'on retrouve dans le vocabulaire de la sottise. C'est-à-dire que là, on est sur un seuil. Les insani, j'ai envie de dire, peut-être nous mettent du côté, en tout cas quand on regarde les traitements médiévaux, tout ça, nous mettent très, très clairement du côté du furor, quelque chose de l'absence de raison, de quelque chose qui est vraiment de l'ordre de ce qu'on emploierait sans doute, ce qu'on appellerait folie. Mais amentes et demens, la dementia, à partir de la fin du XVIIe, notamment des travaux de Thomas Willis, la dementia, c'est le nom en fait générique qui regroupe la sottise, la stupidité, c'est-à-dire toutes les formes, on va dire, non graves, non pathologiques, ou en tout cas voilà, les plus légères du dérèglement de l'esprit. Donc, est-ce qu'il n'y a pas dans ce texte un jeu sur insani amentes demens, où effectivement il ne s'agirait plus tant de la folie avec amentes et demens que d'une certaine sottise, d'un certain défaut de pertinence ou de raison. Mais je me demande si la comparaison avec la folie, au fond, n'est pas plus graduée ou plus complexe qu'on me le dit. Voilà, c'est une hypothèse, il faudrait voir ensuite plus précisément. Mais le vocabulaire, il est très ambigu. Bene. Se non ci sono altre domande, direi che possiamo prenderci una meritata pausa. Siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia, ma credo che questa pausa sia assolutamente meritata, quindi ce la prendiamo e ci rivediamo qui alle 11:10, dico anche a coloro che sono connessi a casa. Poi recupereremo nella pausa pranzo questo piccolo ritardo.